Histoire La princesse et la montagne de verre. Il était une fois un roi qui prenait une telle joie à chasser qu'il ne connaissait pas de plus grand plaisir que de chasser les bêtes sauvages. Tôt et tard, il campait dans la forêt avec un faucon et un chien de chasse, et la chance suivait toujours sa chasse. Mais il se trouva un jour qu'il ne parvint à susciter aucun gibier, bien qu'il ait essayé dans tous les sens depuis le matin. Et puis, alors que le soir approchait, et qu'il était sur le point de rentrer chez lui, il aperçut devant lui un nain ou un homme sauvage qui courait à travers la forêt. Le roi éperonna aussitôt son cheval, courut après le nain, le saisit et il fut surpris de son étrange apparence. Car il était petit et laid, comme un troll, et ses cheveux étaient aussi raides que de la paille de haricot. Mais peu importe ce que le roi lui disait, il ne répondait pas et ne disait pas un seul mot d'une manière ou d'une autre. Cela irrita le roi, qui était déjà de mauvaise humeur à cause de son mauvais succès à la chasse, et il ordonna à son peuple de s'emparer de l'homme sauvage et de le garder soigneusement de peur qu'il ne s'échappe. Puis le roi rentra chez lui. Alors ses gens lui dirent: Tu devrais garder l'homme sauvage en captivité ici à ta cour, afin que tout le pays puisse parler de ton puissant chasseur. Toi seul devras le garder pour qu'il ne s'échappe pas, car il est d'un caractère sournois et perfide. Après que le roi les eut écoutés, il ne dit rien pendant un long moment. Puis il répondit: Je ferai ce que tu dis, et si l'homme sauvage s'échappe, ce ne sera pas ma faute. Mais je jure que quiconque le laissera partir mourra sans pitié, et même s'il était mon propre fils. Le lendemain matin, dès son réveil, le roi se souvint de son vœu. Il fit aussitôt chercher du bois et des poutres, et fit construire une petite maison ou cage tout près du château. La petite maison était construite avec de gros bois et protégée par de solides serrures et verrous, de sorte que personne ne pouvait y entrer par effraction. Et un judas était laissé au milieu du mur à travers lequel on pouvait introduire de la nourriture. Quand tout fut terminé, le roi fit amener l'homme sauvage, le plaça dans la petite maison, et il prit et garda lui-même la clé. Là, le nain devait rester prisonnier, jour et nuit, et les gens venaient à pied et à cheval pour le contempler. Pourtant, personne ne l'a jamais entendu se plaindre, ni même prononcer un seul mot. Les choses durent ainsi pendant un certain temps. Alors une guerre éclata dans le pays et le roi dut prendre le terrain. En se séparant, il dit à la reine: Vous devez maintenant diriger le royaume à ma place, et je laisse la terre et les gens sous votre garde. Mais il y a une chose que vous devez me promettre de faire: vous garderez l'homme sauvage en toute sécurité, afin qu'il ne s'échappe pas pendant mon absence. La reine promit de faire de son mieux à tous égards et le roi lui donna la clé de la cage. Là-dessus, il fit sortir ses longues galères, ses loups de mer, du rivage, hissa les voiles et partit loin, très loin vers l'autre pays. Le roi et la reine n'eurent qu'un seul enfant, un prince encore petit, mais plein de promesses. Alors que le roi était parti, il arriva un jour que le petit garçon errait dans la cour royale et arriva dans la cage de l'homme sauvage. Et il se mit à jouer avec une pomme d'or qu'il possédait. Et pendant qu'il jouait avec, il arriva que soudain la pomme tomba à travers la fenêtre de la paroi de la cage. L'homme sauvage apparut aussitôt et rejeta la pomme. Cela parut un jeu joyeux au petit bonhomme. Il jeta de nouveau la pomme, et l'homme sauvage la rejeta de nouveau, et ainsi ils jouèrent longtemps. Pourtant, si le jeu avait été si agréable, il finit par se transformer en chagrin, car l'homme sauvage gardait la pomme d'or et ne voulait plus la rendre. Et comme tout ne servait à rien, ni menace ni prière,
Le petit bonhomme se mit enfin à pleurer. Alors l'homme sauvage dit, « Ton père a mal fait de me capturer, et tu n'auras plus jamais ta pomme d'or, à moins que tu ne me laisses sortir. » Le petit bonhomme répondit, « Et comment puis-je te laisser sortir? Juste tu me rends encore ma pomme d'or. » Alors l'homme sauvage dit, « Tu dois faire ce que je te dis maintenant. Va vers ta mère, la reine, et prie-la de te peigner. Ensuite, veille à ce que tu prennes la clé de sa ceinture, et que tu descendes et déverrouiller la porte. Après cela, vous pourrez rendre la clé de la même manière, sans que personne n'en sache rien. » Après que l'homme sauvage eut ainsi parlé au garçon, il finit par faire ce qu'il lui avait dit, s'approcha de sa mère, la pria de se peigner et prit la clé de sa ceinture. Puis il courut vers la cage et ouvrit la porte. Et lorsqu'ils se séparèrent, le nain dit, « Voici ta pomme d'or, que je t'ai promis de te rendre, et je te remercie de m'avoir libéré. Et une autre fois, quand tu auras besoin de moi, je t'aiderai à le faire. » Tournez. Et sur ce, il s'enfuit pour suivre son propre chemin. Mais le prince retourna chez sa mère et lui rendit la clé de la même manière qu'il l'avait prise. Lorsqu'ils apprirent à la cour du roi que l'homme sauvage avait éclaté, il y eut une grande agitation et la reine envoya des gens par monts et par veaux pour le chercher. Mais il était parti et il est resté parti. Les choses durent ainsi pendant un certain temps et la reine devint de plus en plus malheureuse. Car elle s'attendait à ce que son mari revienne chaque jour. Et lorsqu'il atteignit le rivage, sa première question fut de savoir si l'homme sauvage avait été bien gardé. Alors la reine dut lui avouer où en étaient les choses et lui raconter comment tout s'était passé. Mais le roi était furieux au-delà de toute mesure et a déclaré qu'il punirait le malfaiteur, quel qu'il soit. Et il ordonna une grande enquête à son tribunal, et chaque être humain devait témoigner. Mais personne ne savait rien. Finalement, le petit prince dut aussi se manifester. Et tandis qu'il se tenait devant le roi, il dit, « Je sais que j'ai mérité la colère de mon père. Mais je ne peux pas cacher la vérité, car j'ai laissé sortir l'homme sauvage. » Alors la reine pâlit, et les autres aussi, car il n'y en avait pas un qui n'aimât le prince. Finalement, le roi parla. « On ne dira jamais de moi que j'ai trahi mon vœu, même à cause de ma chair et de mon sang. Non. Vous devez mourir de la mort que vous avez méritée. » Et sur ce, il donna l'ordre d'emmener le prince dans la forêt et de le tuer. Et il devait rapporter le cœur du garçon comme signe que son ordre avait été obéi. Maintenant une tristesse inouïe régnait parmi le peuple, et tous plaidaient pour le petit prince. Mais la parole du roi ne put être rappelée. Ses serviteurs n'osèrent pas désobéir, prirent le garçon parmi eux et partirent. Et après avoir parcouru un long chemin dans la forêt, ils aperçurent un troupeau de porcs qui gardait ces porcs. Alors l'un dit à l'autre, « Il ne me semble pas juste de mettre la main sur le fils du roi. Achetons plutôt un cochon et prenons son cœur, alors tous croiront que c'est le cœur du prince. » Les autres serviteurs pensèrent qu'il parlait sagement, alors ils achetèrent un cochon au troupeau de porcs, le conduisirent dans la forêt, le dépecèrent et lui prirent le cœur. Puis ils dirent au prince de poursuivre son chemin et de ne jamais revenir. Eux-mêmes retournèrent au château du roi, et il est facile d'imaginer quel chagrin ils causèrent en apprenant la mort du prince. Le fils du roi fit ce que les serviteurs lui avaient dit. Il continuait à errer aussi loin qu'il le pouvait et n'avait jamais eu d'autre nourriture que les noix et les baies sauvages qui poussent dans la forêt. Et après avoir erré longtemps, il arriva à une montagne au sommet de laquelle se dressait un sapin. Se dit-il, « Après tout,
Autant grimper au sapin et voir si je peux trouver un chemin quelque part. Aussitôt dit, aussitôt fait, il grimpa à l'arbre. Et alors qu'il était assis tout en haut de sa couronne et regardait de tous côtés, il vit un grand et splendide château royal s'élever au loin et briller au soleil. Alors il devint très heureux et se mit aussitôt en route dans cette direction. En chemin, il rencontra un ouvrier agricole qui labourait et le pria de changer de vêtements avec lui, ce qu'il fit. Ainsi équipé, il arriva enfin au château du roi, y entra, demanda une place et fut engagé comme berger pour garder le bétail du roi. Maintenant, il allait tôt et tard dans la forêt et, au fil du temps, il oublia son chagrin, grandit et devint si grand et si courageux qu'on ne pouvait trouver son égal. Et maintenant notre histoire se tourne vers le roi qui régnait dans le splendide château. Il était marié et avait une fille unique. Elle était de loin plus belle que les autres jeunes filles, et avait un caractère si bon et si joyeux que celui qui pourrait un jour l'emmener chez lui pourrait bien se considérer chanceux. Lorsque la princesse eut atteint sa 15e année, une nuée de prétendants tout à fait inouïs apparut, comme on peut bien l'imaginer. Et malgré tout ce qu'elle leur disait non à tous, ils n'ont fait qu'augmenter en nombre. Finalement, la princesse dit, « Personne d'autre ne me gagnera, sauf celui qui peut gravir la haute montagne de verre en armure complète. » Le roi pensa que c'était une bonne suggestion. Il approuvait le souhait de sa fille et avait proclamé dans tout le royaume que personne d'autre ne devrait avoir la princesse, sauf celui qui pourrait gravir la montagne de verre. Et lorsque le jour fixé par le roi fut arrivé, la princesse fut conduite jusqu'à la montagne de verre. Là, elle était assise sur son plus haut sommet, avec une couronne d'or sur la tête et une pomme d'or à la main, et elle était si incommensurablement belle que personne n'aurait aimé risquer sa vie pour elle. Juste au pied de la colline, tous les prétendants se rassemblaient avec des chevaux splendides et des armures étincelantes, qui brillaient comme un feu au soleil, et de tous côtés les gens se rassemblaient en grande foule pour assister à leur inclinaison. Et quand tout fut prêt, le signal fut donné par les cors et les trompettes. Puis les prétendants, l'un après l'autre, gravirent la montagne de toute leur force. Mais la montagne était haute, aussi glissante que la glace, et en plus elle était escarpée au-delà de toute mesure. Aucun des prétendants n'a parcouru plus d'un peu de chemin avant de retomber, éperdument, et il se pourrait bien que des bras et des jambes se soient brisés au cours du processus. Cela faisait un si grand bruit, avec les hennissements des chevaux, les cris du peuple et le fracas des armes, que le tumulte et les cris pouvaient être entendus de loin. Et pendant que tout cela se passait, le fils du roi se promenait avec ses bœufs au fond de la forêt. Mais lorsqu'il entendit le tumulte et le fracas des armes, il s'assit sur une pierre, appuya sa joue sur sa main et se perdit dans ses pensées. Car il lui était venu à l'esprit à quel point il se serait contenté de s'en sortir avec les autres. Soudain, il entendit des pas et lorsqu'il leva les yeux, l'homme sauvage se tenait devant lui. « Merci pour la dernière fois. » dit-il. « Et pourquoi es-tu assis ici si seul et si triste ? » « Eh bien, » dit le prince, « je n'ai pas d'autre choix que d'être triste et sans joie. À cause de toi, je suis un fugitif du pays de mon père, et maintenant je n'ai même plus un cheval ni une armure pour gravir la montagne de verre. Et combattez pour la princesse. » « Ah » dit l'homme sauvage, « si c'est tout ce que tu veux, alors je peux t'aider. Tu m'as aidé une fois auparavant et maintenant je t'aiderai à mon tour. » Puis il prit le prince par la main, le conduisit profondément dans la terre jusqu'à sa grotte, et voici, pendait là une armure forgée dans l'acier le plus dur,
et si brillante qu'une lueur bleue jouait tout autour d'elle. Juste à côté se tenait un splendide destrier, scellé et bridé, piaffant la terre de ses sabots d'acier et mordillant son mors jusqu'à ce que l'écume blanche tombe à terre. L'homme sauvage dit: Maintenant, enfilez vite votre armure, partez et tentez votre chance. En attendant, je vais m'occuper de vos bœufs. Le prince n'attendit pas qu'on le lui dise une seconde fois. Mais il mit un casque et une armure, attacha ses éperons, accrocha son épée à son côté et se sentit aussi léger dans son armure d'acier qu'un oiseau dans les airs. Puis il sauta en selle, si bien que chaque fermoir et chaque boucle sonnait, posa ses rênes sur le cou de son cheval et partit en toute hâte vers la montagne. Les prétendants de la princesse étaient sur le point d'abandonner le concours, car aucun d'eux n'avait remporté le prix, bien que chacun ait fait de son mieux. Et pendant qu'ils réfléchissaient et se disaient que peut-être la fortune leur serait favorable une autre fois, ils virent soudain un jeune homme sortir du bois et se diriger droit vers la montagne. Il était vêtu d'acier de la tête aux pieds, avec un casque sur la tête, une épée à la ceinture et un bouclier sur le bras, et il tenait son cheval avec une grâce si chevaleresque que c'était un plaisir de le regarder. Aussitôt tous les regards se tournèrent vers l'étrange chevalier, et tous se demandèrent qui il pouvait être. Car personne ne l'avait jamais vu auparavant. Pourtant il n'avait eu que peu de temps pour parler et questionner, car à peine avait-il déblayé le bois qu'il se leva sur ses étriers, donna les éperons à son cheval et s'élança comme une flèche droit vers la montagne de verre. Pourtant, il n'a pas parcouru tout le chemin. Mais lorsqu'il fut arrivé au milieu de la montée raide, il tourna brusquement autour de son cheval et redescendit, de sorte que des étincelles jaillirent des sabots de son cheval. Puis il disparut dans le bois comme un oiseau en vol. On peut imaginer l'excitation qui s'emparait alors de tout le peuple, et il n'y en avait pas un qui n'admirât l'étrange chevalier. Tous s'accordèrent à dire qu'ils n'avaient jamais vu un chevalier plus courageux. Le temps passa et les prétendants de la princesse décidèrent de tenter leur chance une seconde fois. La fille du roi fut de nouveau conduite sur la montagne de verre, en grande pompe et richement vêtue, et était assise sur son sommet le plus élevé, avec la couronne d'or sur la tête et une pomme d'or à la main. Au pied de la colline se rassemblaient tous les prétendants avec de beaux chevaux et de splendides armures, et tout autour se tenait tout le monde pour assister au combat. Quand tout fut prêt, le signal fut donné par les cors et les trompettes, et au même moment les prétendants, l'un après l'autre, s'élancèrent de toute leur force vers la montagne. Mais tout s'est passé comme la première fois. La montagne était haute et aussi glissante que la glace, et en plus, elle était escarpée au-delà de toute mesure. Pas un n'a fait plus d'un petit chemin avant de retomber éperdument. Pendant ce temps, il y avait beaucoup de bruit, et les chevaux hennissaient, et le peuple criait, et les armures s'entrechoquaient, de sorte que le tumulte et les cris résonnaient loin dans les bois profonds. Et pendant que tout cela se passait, le jeune prince gardait ses bœufs, ce qui était son devoir. Mais lorsqu'il entendit le tumulte et le fracas des armes, il s'assit sur une pierre, appuya sa joue sur sa main et pleura. Car il pensait à la belle fille du roi, et il lui vint à l'esprit combien il aimerait participer et chevaucher avec les autres. À ce moment précis, il entendit des pas et lorsqu'il leva les yeux, l'homme sauvage se tenait devant lui. « Bonne journée, » dit l'homme sauvage. « Et pourquoi es-tu assis ici si seul et si triste ?» Le prince répondit alors. « Je n'ai pas d'autre choix que d'être triste et sans joie. À cause de toi, je suis un fugitif du pays de mon père, et maintenant je n'ai même plus un cheval ni une armure pour gravir la montagne et me battre pour le pays. Princesse,
Ah, dit l'homme sauvage, si c'est tout ce que tu veux, alors je peux t'aider. Tu m'as déjà aidé une fois, et maintenant je vais t'aider à mon tour. Puis il prit le prince par la main, le conduisit au plus profond de la terre dans sa grotte, et là, au mur, était suspendue une armure entièrement forgée dans l'argent le plus clair et si brillante qu'elle brillait au loin. Juste à côté se tenait un destrier blanc comme neige, scellé et bridé, piaffant la terre de ses sabots d'argent et mordillant son mors jusqu'à ce que l'écume tombe à terre. L'homme sauvage dit, « Maintenant, enfilez vite votre armure, partez et tentez votre chance. En attendant, je vais m'occuper de vos bœufs. » Le prince n'attendit pas qu'on le lui dise une seconde fois. Mais il mit en toute hâte son casque et son armure, attacha solidement ses éperons, accrocha son épée au côté et se sentit aussi léger dans son armure d'argent qu'un oiseau dans les airs. Puis il sauta en selle si bien que chaque fermoir et chaque boucle sonnait, posa ses rênes sur le cou de son cheval et se dirigea en toute hâte vers la montagne de verre. Les prétendants de la princesse allaient abandonner le concours, car aucun d'eux n'avait remporté le prix, bien que chacun ait joué un rôle d'homme. Et pendant qu'ils réfléchissaient et se disaient que peut-être la fortune leur serait favorable la prochaine fois, ils virent soudain un jeune homme sortir du bois, droit vers la montagne. Il était vêtu d'argent de la tête aux pieds, avec un casque sur la tête, un bouclier sur le bras et une épée au côté, et il tenait son cheval avec une grâce si chevaleresque qu'on n'avait probablement jamais vu un jeune homme plus courageux. Aussitôt tous les regards se tournèrent vers lui, et les gens remarquèrent qu'il s'agissait du même chevalier qui était apparu auparavant. Mais le prince ne leur laissa pas beaucoup de temps pour s'émerveiller. Car à peine eut-il atteint la plaine, qu'il se leva sur ses étriers, éperonna son cheval et chevaucha comme un feu tout droit vers la montagne escarpée. Pourtant, il n'a pas atteint le sommet. Mais lorsqu'il fut arrivé à sa crête, il salua la princesse avec une grande courtoisie, se jeta sur son cheval et redescendit la montagne jusqu'à ce que des étincelles volent autour des sabots de son cheval. Puis il disparut dans le bois alors que la tempête s'envolait. Comme on peut l'imaginer, l'enthousiasme du peuple était encore plus grand que la première fois, et il n'y en avait pas un qui n'admirait l'étrange chevalier. Et tous étaient d'accord sur le fait qu'il n'existait nulle part une monture plus splendide ni un jeune homme plus beau. Le temps passa et le roi fixa le jour où les prétendants de sa fille devaient faire un troisième procès. La princesse fut de nouveau conduite à la montagne de verre et s'assit sur son plus haut sommet, avec la couronne d'or et la pomme d'or, comme elle l'avait fait auparavant. Au pied de la montagne se rassemblait toute une nuée de prétendants, avec des chevaux splendides et des armures polies, d'une beauté incomparable à tout ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent, et tout autour les gens se rassemblaient en masse pour assister au combat. Quand tout fut prêt, les prétendants, l'un après l'autre, se précipitèrent vers la montagne de toute leur force. La montagne était aussi lisse que la glace, et en plus, elle était escarpée au-delà de toute mesure. De sorte que pas un ne monta plus qu'un petit chemin, avant de retomber, éperdument. Cela fit grand bruit, les chevaux hennissaient, les gens criaient et les armures s'entrechoquaient, jusqu'à ce que le tumulte et les cris résonnent au loin dans le bois. Pendant que tout cela se passait, le fils du roi était occupé à s'occuper de ses bœufs, comme d'habitude. Et lorsqu'il entendit de nouveau le bruit et le fracas des armes, il s'assit sur une pierre, appuya sa joue sur sa main et pleura amèrement. Alors il pensa à la charmante princesse, et il aurait volontiers risqué sa vie pour la conquérir. À ce moment précis, l'homme sauvage se tenait devant lui. « Bonjour. » dit l'homme sauvage,
Et pourquoi es-tu assis ici si seul et plein de chagrin? Je n'ai pas d'autre choix que d'être triste et sans joie, a déclaré le prince. À cause de toi, je suis un fugitif du pays de mon père, et maintenant je n'ai même plus une épée ni une armure pour gravir la montagne et me battre pour la princesse. Ah! Dit l'homme sauvage. Si c'est tout ce qui vous dérange, je peux vous aider. Vous m'avez aidé une fois auparavant, et maintenant je vais vous aider à mon tour. Sur ce, il prit le prince par la main, le conduisit dans sa grotte au plus profond de la terre et lui montra une armure entièrement forgée dans l'or le plus pur et brillante si brillamment que sa lueur dorée brillait au loin. À côté de lui se tenait un magnifique destrier, scellé et bridé, piaffant la terre de ses sabots dorés et mordillant son mors jusqu'à ce que l'écume tombe à terre. L'homme sauvage dit: Maintenant, enfilez vite votre armure, partez et tentez votre chance. En attendant, je vais m'occuper de vos bœufs. Et à vrai dire, le prince n'était pas paresseux. Mais il mit son casque et son armure, attacha ses éperons d'or, accrocha son épée à son côté et se sentit aussi léger dans son armure d'or qu'un oiseau dans les airs. Puis il sauta en selle, de sorte que chaque fermoir et chaque boucle sonnèrent, posa ses rênes sur l'encolure de son cheval et partit en toute hâte vers la montagne. Les prétendants de la princesse allaient abandonner la compétition. Car aucun d'eux n'avait remporté le prix, bien que chacun ait fait de son mieux. Et pendant qu'ils réfléchissaient à ce qu'ils allaient faire, ils virent soudain un jeune homme sortir du bois et se diriger droit vers la montagne. Il était vêtu d'or de la tête aux pieds, avec le casque d'or sur la tête, le bouclier d'or sur son bras et l'épée d'or à son côté, et son allure était si chevaleresque qu'un guerrier plus audacieux n'aurait pas pu être rencontré dans tout le monde entier. Aussitôt tous les regards se tournèrent vers lui, et l'on vit que c'était le même jeune homme qui était déjà apparu à différentes époques. Mais le prince ne leur laissa que peu de temps pour s'interroger et s'étonner. Car à peine eut-il atteint la plaine qu'il éperonna son cheval et gravit la montagne escarpée comme un éclair. Lorsqu'il eut atteint le point culminant, il salua la belle princesse avec une grande courtoisie, s'agenouilla devant elle et reçut de sa main la pomme d'or. Puis il se lança sur son cheval et redescendit la montagne de verre, de sorte que des étincelles volaient autour des sabots dorés de son cheval et qu'un long ruban de lumière dorée brillait derrière lui. Enfin il disparut dans le bois comme une étoile. Quelle agitation régnait désormais autour de la montagne. Le peuple éclatait en acclamations qu'on entendait au loin, les cors sonnaient, les trompettes sonnaient, les chevaux hennissaient, les armes s'entrechoquaient, et le roi avait proclamé de loin en loin que le chevalier d'or inconnu avait remporté le prix. Maintenant, tout ce qui manquait, c'était quelques informations sur le chevalier d'or. Car personne ne le connaissait. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse immédiatement son apparition au château. Mais il n'est pas venu. Cela provoqua une grande surprise, et la princesse devint pâle et malade. Mais le roi était contrarié, et les prétendants murmuraient et criaient jour après jour. Et enfin, quand ils furent tous à bout de nerfs, le roi fit annoncer une grande réunion dans son château, à laquelle tout homme, haut et bas, devait assister. Afin que la princesse puisse choisir elle-même parmi eux. Il n'y avait personne qui n'était pas content d'y aller pour le bien de la princesse, et aussi parce que c'était un ordre royal et qu'un nombre incalculable de personnes se rassemblaient. Et quand ils furent tous assemblés, la princesse sortit du château en grande pompe, et, suivie de ses servantes, traversa toute la multitude. Mais elle avait beau chercher de tous côtés autour d'elle, elle ne trouvait pas celui qu'elle cherchait. Lorsqu'elle atteignit le dernier rang,
elle aperçut un homme qui se tenait assez caché par la foule. Il avait un bonnet plat et un large manteau gris comme en portent les bergers. Mais sa capuche était relevée de manière à ce que son visage ne soit pas visible. Aussitôt la princesse courut vers lui, baissa son capuchon, lui tomba au cou et cria « Le voici! Le voici !» Alors tout le monde a ri. Car ils virent que c'était le berger du roi, et le roi lui-même s'écria « Que Dieu me console pour le gendre qui doit être ma part. » L'homme, cependant, n'était pas du tout déconcerté, mais répondit « Oh! Ne vous inquiétez pas du tout pour cela. Je suis autant le fils d'un roi que vous êtes un roi. » Sur ce, il jeta son large manteau. Et il n'y avait plus personne pour rire. Car au lieu du berger gris, se tenait un beau prince, vêtu d'or de la tête aux pieds, et tenant dans sa main la pomme d'or de la princesse. Et tout le monde pouvait voir que c'était le même jeune qui avait gravi la Glass Mountain. Alors ils préparèrent un festin comme on n'en avait jamais vu auparavant, et le prince reçut la fille du roi et avec elle la moitié du royaume. Désormais, ils vécurent heureux dans leur royaume, et s'ils ne sont pas morts, ils y vivent encore. Mais on n'a plus jamais entendu parler de l'homme sauvage. Et c'est la fin. Remarque très populaire dans tout le Nord, la princesse sur la montagne de verre. Hilton Cavalius et Stevens, page 390, quelque peu abrégé, qui peut être considéré comme un parent de la Brunhilde de la légende héroïque, qui ne peut être descendu de sa hauteur inaccessible que par le plus courageux des braves. L'homme sauvage qui apparaît dans le rôle d'un magicien pour aider le héros est une figure familière de la légende du Nord. Le roi Harald Harfger, selon le « Livre de Flateyjar », a libéré un homme sauvage de cette espèce de captivité à la cour de son père, alors qu'il était âgé de 5 ans. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.